Donc voilà, ici on est sur une état SH Twin, donc combiné bûche pellets. On va présenter comment on fait une mise à jour sur la chaudière. Ici en bas à gauche, donc on a le menu des réglages. On doit d'abord mettre le code installateur, hein, donc le 135, ça je pense que vous connaissez. Hein. Le 135, on valide. Et après, ben, on a plus de possibilités au niveau des réglages. Ici, on a l'icône logiciel. Et donc là, on peut aller voir quelle version du logiciel on a ici. Ici, c'est un 3.45.0. Ici, je pense qu'on est à la 3.50 ou quelque chose comme ça. Donc si on veut faire une mise à jour logiciel, on clique sur mise à jour, on met la clé USB. En ayant téléchargé la version sur la clé USB avant, forcément. Donc ça c'est sur MyNeta, si vous avez un compte MyNeta tous les deux. Pas encore. Ouais. Et ça il faut que tu fasses un compte professionnel MyNeta, ETA. Et là tu peux aller télécharger les mises à jour et les mettre sur ta clé USB. Mais après les dernières versions, de toute façon elles se font en ligne. Si la chaudière elle est connectée, alors à ce moment-là on n'a plus besoin de clé USB. On sait les faire directement de la chaudière, mais toutes les chaudières ne sont pas connectées. Donc il faut toujours quand même avoir une clé USB avec la dernière mise à jour. Ouais. Donc là on va charger la mise à jour. Ah, il me dit aucune mise à jour. Ah si, ça y est. Voilà. Moi j'ai la 3.57.7. Donc ici on était sur la 3.45 avant. Ouais, donc faire la mise à jour quand la chaudière est à l'arrêt, ce qui est logique parce que s'il y a des bûches dedans, parce qu'elle redémarre, etc., voilà, il faut éviter qu'elle tourne, quoi. Donc là maintenant on est parti pour la mise à jour. Elle n'est pas connectée, hein, celle-ci. Si, elle est connectée. Elle est connectée, celle-ci. Ah ouais, connectée. Je ne sais même pas s'il n'y a pas déjà une nouvelle version qui est sortie encore. On a la 63 là. Ah ouais. La dernière c'est 63. Ok. On va déjà faire cette mise à jour là. Ça c'est quoi? Forcément. Le petit Linux. C'est qui en parle loin. Il y a une version, je ne sais plus exactement laquelle, où il faut vérifier le sens de rotation de la vanne de recyclage. Parce qu'il se peut que dans le logiciel, il y a une inversion ouverture-fermeture. Donc il faut juste bien vérifier qu'elle s'ouvre bien, qu'elle se ferme bien correctement, comme à l'origine. Si pas, il faut juste inverser les deux fils, quoi. Et c'est propre à une version, c'est quoi? Ouais, donc je sais plus quelle version c'est, mais oui, c'est propre à une version. Donc tu fasses une mise à jour sur une SH, sur une hack ou sur une palette, c'est le logiciel elle-même. Ça se passe jamais mal une mise à jour Non. Alors c'est sur les premiers écrans, oui. C'est ça que tu touches pas trop. Je ne touche pas trop. Surtout les premiers écrans, ça c'est vraiment pire. Olivier il a déjà eu, c'est quoi, 1 heure ou 1 heure et demie qu'il a dû attendre pour faire une mise à jour sur un écran. Et ça il faut éviter. Si la chaudière tourne bien et qu'il n'y a pas de souci, ne touche pas. Il y a aussi dans le Twin qui correspond à une platine d'une chaudière à pellets en fait. Ok. La PE, c'est pellets. Ouais. C'est exactement la même. C'est la même. C'est la même. C'est la même pour toute la gamme pellets. Ouais. Sauf les IPE4. Oui. C'est comme des IAC. Et la IPE, c'est une nouvelle aussi. Ouais. Oui, ça j'imagine, mais ça on n'a pas dans notre gamme. On n'en a pas encore placé, quoi. Ouais, deux, je crois. Sinon, pour l'entretien, le ramenage de cheminée, ça d'office, hein, ça je dois pas expliquer. Là, machin, moi, ce que je fais en arrivant sur l'entretien, j'ouvre toute la chaudière, comme ça j'appuie commencer à monter. J'ai juste quand même une question par rapport au ramonage. Ouais. Ici, sur le bout qui rejoint avant le Y, ouais. Ça c'est un truc que tu démontes pour nettoyer ou c'est... Alors oui, il faut passer via le ventilateur. Ok. Mais généralement, cette partie-là... Elle est clean. Ouais. Généralement, allez, ça se colle pas. Je veux dire, quand le tubage est isolé comme ici, ça condense pas, ça colle pas.
Oui, surtout la condensation du coup des l'essence sur l'autre partie. Mais donc ça, dans la pratique, c'est pas un bout que tu vas vraiment faire. Oui, moi j'ai essayé de... Là, elle a terminé une combustion, donc elle n'est pas encore nettoyée. Et donc c'est bien indiqué dans le manuel. La chaudière fait exprès de garder du charbon pour que quand on redémarre, en fait, il suffit de jeter une allumette et un bout de papier et le charbon prend directement en fait. Donc en 30 secondes, elle peut être allumée. Donc c'est pour ça qu'elle fait exprès de garder les charbons, sauf si on lui demande de terminer les charbons pour pouvoir l'entretenir une fois par semaine ou 2 ou 3 semaines, ça dépend du type de bois. Pour l'entretien, il faut toujours mettre le code 135 à côté. Alors, ensuite, quand on veut faire l'entretien, donc ici, c'est comme si on faisait l'entretien de 2 chaudières. Hein. Donc, il y a le protocole d'entretien pour ce qui est partie brûleur twin et il y a le protocole pour la SH. On va commencer par la twin. On va dans les réglages, maintenance. Et alors, il y a le nettoyage par le client. Donc, le client, on peut lui faire des petites manipulations pour nettoyer primairement la chaudière entre temps. Et après, pour enclencher la maintenance par un spécialiste, il faut mettre d'office le code 135. Donc, ça, le client ne sait pas le faire, normalement. Donc, on dit oui. Donc là, on arrive dans le protocole de maintenance. Là, il explique un peu les consignes de sécurité. Il faut mettre des gants, blablabla. Enfin, voilà, ça, c'est pas, ce sont des détails, c'est pas grave. À chaque fois, il y a la flèche là pour passer à l'étape suivante. Voilà, donc on commence, vidange du cendrier, contrôle des joints d'étanchéité. Je vous laisse faire ou... Donc là, il demande d'abord de vidanger le cendrier. Lui, il va rendre ça, c'est quoi? Lui, en joue comment? Le petit joint blanc qui est là, qui fait l'étanchéité entre le cendrier et la chaudière. Parce que s'il n'y a pas le joint, si le joint n'est pas bon, ben, elle va aspirer de l'air parasite. Et ça va fausser la mesure via la sonde lambda. Donc, mais comment tu les vérifies ça? Ben, là, tu vois bien qu'ils sont encore bien. Tu peux l'enlever. Hein. Tu l'enlèves, tu vérifies, tu regardes, tu vois bien qu'il est en bon état. Hein. Tu vois, s'il est craquelé ou qu'il devient un peu dur ou que sais-je, ben, alors à ce moment-là, tu le remplaces. Mais après, tu vois, avec le temps, comme le cendrier penche un petit peu, ben, tu vois qu'il s'écrase plus d'un côté de l'autre. Ce que je fais, moi, je le retourne. Okay. Et comme ça, c'est reparti. La deuxième chose, c'est que tu peux voir aussi quand le cendrier est dessus, s'il y a trop de jeu. Enfin, tu l'entends en fait. Hein, quand tu l'entends qu'elle aspire de l'air, si jamais il y a un problème de ce côté-là. Et celui-là, pareil, du coup, juste visuellement, il n'y a pas. C'est pas un truc que tu remplaces systématiquement. Non, parce que ça ne sert pas à grand chose. Allez, ici, la chaudière ici, elle est neuve hein, quasiment. En Allemagne, ils font tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Ils pouvaient 1 à 2 ans. Ouais, mais quand le joint il est comme ça, ça ne sert à rien. Voilà, en plus. Et ceux-là souffrent pas tellement. Surtout sur les tuiles, parce que généralement, c'est plus la bûche qui tourne et il vide le cendrier une fois par an. Voilà. Et tu le vois, quand il devient noir, etc., ben là, tu le remplaces. Moi, je le juge à l'œil. Il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça, sauf qu'il faut juste contrôler l'état. Oui, c'est ça. Donc quand on fait ça, donc ça c'est la première étape ici à l'écran. Ensuite, on continue. Là, il demande de vérifier le capteur. Donc le capteur, voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est de vérifier surtout qu'il soit bien serré. Parce que parfois, avec les vibrations, il se desserre. Donc, donner un petit coup de pied dessus ou quoi, c'est jamais de trop. Et donc, ici, il va demander de l'actionner pour voir s'il fonctionne correctement. Donc, ça, c'est l'étape suivante. Maintenant, il faut appuyer sur le capteur. Et là, on voit qu'il réagit. Voilà. Donc, ça, on sait que c'est bon. Mais ça, de nouveau, c'est sur la version 3 points. Et donc, sur 2 points, on n'a pas le truc qui suit comme ça. Non. Et on ne va pas voir le changement d'état. Mais tu peux aller le trouver dans la régulation, ça oui. Et ça vaut la peine de le faire ou... Ici, on le fait le grand complet, mais si ça fonctionne bien, non. Ça, cette étape-là, généralement, je ne la fais pas. Ici, c'est vraiment parce qu'on fait un cours et qu'on visualise tout. Mais voilà, donc ça c'est fait. Donc, première étape de l'entretien de la tuile, ça c'est OK. Donc là, on a toujours aussi le pourcentage d'avancement dans l'entretien, en fait.
Maintenant, il demande de remonter le cendrier sur la chaudière. Un petit coup de frais. Ça aussi, toujours bien vérifier la mobilité des éléments mécaniques. Hein. De toute façon, et s'il faut, on va mettre un petit coup de graisse ou de spray, spécifique pour ça, donc spray aussi au cuivre. Et si on doit graisser des éléments dans la chaudière, toujours graisse cuivre aussi, parce que ça résiste à la chaleur. Donc là, on va remettre le cendrier. Juste pour les chaînes, c'est pas de la graisse cuivrée. Là, non, j'ai le truc là. On va passer les mails. Voilà. Donc là, on a la prochaine étape. Donc là, on vient au fameux bouton de maintenance, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est ici, qui n'y a pas sur les anciennes versions. Hein. De toute façon, il n'y a pas tout ce protocole. Donc, mais ici, tu es obligé d'avoir le manuel papier. Ouais. Donc ici, on clique sur le 0, on met l'interrupteur sur 0. Donc là, toutes les sorties de 120 volts sont déconnectées. Donc tu peux aller mettre tes mains dans la chaudière. Descendrage ne va pas se mettre en route, la vis sans fin ne va pas se mettre en route, l'allumage ne va pas se mettre en route, parce que tout est déconnecté à ce niveau-là. Donc là maintenant, on va dévisser la chaudière, on va ouvrir la chaudière. C'est ici, Au-dessus. Il y a combien de... Alors il y a une vis là. Pour le break dessus, c'est 3 là. De toute façon, l'avant, il faut ouvrir aussi. Hein. Donc on va tout ouvrir. J'en ai pas. Alors Alex, il a acheté un tournevis, un petit tournevis sur batterie là, tu vois. Mais ça tient 2 mois. Ouais, et puis ça, c'est pas résistant ce truc-là. Tu vois, parce qu'en fait, si tu veux le couvercle avant, lui, il se soulève uniquement. Donc tu peux enlever ici, par contre, là, il y a encore deux vis, une là-bas. Oui. Moi, j'ai un petit bol comme ça, aimanté, comme les maréchaux ferrants, ils ont tout ça pour les cubes, tu vois. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est une technique. De quoi? J'ai dit que t'en as pas, mais... Le petit bol Ah, qu'on disait. ouais, ben c'est les... Je sais pas si tu vois, c'est un petit bol, on dirait un petit bol, et dans le fond, il y a un gros... Il est où ton petit bol aimanté? Il y a peu de poussière quand même. C'est ça qu'il faut en retenir. C'est pour ça que tu es là. Est-ce que vous fixez purement sur l'entretien ou si des petites parenthèses? On fait l'explication en même temps parce que comme ça, on est pas le max. Donc ici, on a la platine là que j'ai expliqué tout à l'heure, qui est la platine pour piloter une chaudière à pellet. Et comme ça, c'est une chaudière à pellet, mais il faut cette platine là en plus. Qui elle communique. PEC. Et ça, c'est du coup... C'est ça. Donc Et on a c'est celle du haut, les platines, celle du bas. Celle du haut, c'est toujours la GMC. Donc la GMC, c'est toujours la platine où il y a les sorties pompe, vanne mélangeuse, et l'entrée des sondes. Et celle du bas, c'est toujours pour piloter la chaudière. Où vient la sonde lambda, ou le système de descendrage. C'est tout ce qui est interne de la chaudière, voilà. tout ce qui est régulation externe, Exact. solaire, Ouais. Et donc pour une palette, c'est une PEC. Pour une HAC, c'est une HAC. Pour une SH, c'est une SHC. Ça, à chaque fois, les deux premières lettres qui définissent en fait la platine pour le type de chaudière.
Donc là, on va avancer sur l'entretien. Donc on a enlevé les deux revêtements avant. On continue. Là, maintenant, il faut ouvrir en bas. Donc on va faire la partie brûleur. Donc ici, il y a un premier couvercle. C'est un bête couvercle d'isolation, il n'y a, rien de grand chose. Ok. Et alors ici, il y a deux papillons pour aller ouvrir le premier couvercle. Ça, c'est une bonne lampe d'entretien. C'est quoi? Une bonne lampe d'entretien. Ouais, franchement. J'en ai oublié une comme ça dans une chaudière. Ah, moi aussi. J'en ai déjà retrouvé une l'année suivante. La chaudière était la lampe elle était dans la chaudière. J'en ai deux d'ailleurs. Aussi là, on voit les vis, elles sont encore graissées. Donc là, on avait mis de la graisse de cuivre. Ça, c'est super important, surtout sur celle-ci, parce que j'en ai déjà eu une qui a cassé. Okay. Et quand ça casse, bon, tu connais l'histoire, hein, il faut forer, machin, bazar. Donc pas oublier surtout de bien graisser surtout sur celle-ci. Du coup, quand ça casse, t'as fait quoi? Tu fores et tu retarodes ou Ouais. C'est ça? Ouais. C'est marqué ça dans le manuel, ce genre de choses? Le graissage, Ouais, le graissage. on verra dans l'étape suivante, je sais pas dire. Ok. Ouais, c'est vrai. Parce que le protocole change un petit peu aussi en fonction des mises à jour, parce qu'ils améliorent un peu, à chaque mise à jour, ils améliorent. Donc ça c'est un deuxième couvercle, enfin le premier c'était l'isolation, là celui-là, et puis il y a encore un autre couvercle ici, enlevé, où on retrouve le brûleur juste en dessous. Donc là tu prends ta petite clé de 13. Pareil ici, hein, pour le graissage, c'est super important. Ici la chaudière elle tourne pas beaucoup donc elle souffre pas, c'est pas très grave, hein, mais tu vois ici c'est sec. Hein. Là il faudra remettre de la graisse dessus parce que si tu laisses tourner ça pendant 2 ans et que tu brûles 3 tonnes entre temps, ben, voilà, second couvercle. Ça c'est le brûleur thune qui est à l'intérieur. Donc en fait c'est le même brûleur que sur le chaudière à pellets, mais c'est juste le brûleur, il n'y a pas d'échangeur en fait. Okay. L'échange se fait via la chaudière bûche. Pareil, contrôle visuel, ici tu vois bien qu'il est tout neuf, il y a encore de l'épaisseur. Il n'y a aucun problème, il ne faut pas remplacer le joint. C'est un truc que t'as mis toi ou Non, non, c'est c'est comme ça, l'origine. ok. Ouais. Dans le kit de joint, tu reçois le joint et ça c'est dessus aussi. Ok. C'est juste pour éviter qu'il s'effiloche, tu vois, Mhm. comme une corne. Donc pas d'échangeur, ça veut dire pas de descendrage et pas de... Il y a quand même un descendrage là-dessus. Oui, il y a un descendrage. Hein. Il y a un descendrage. La grille, elle tourne comme dans les chaudières pellets en fait. Hein. Donc, Ouais, le panier en dessous. Là. voilà, c'est ça. Le peigne, c'est exactement la même chose, Okay. mais l'échange thermique se fait dans la chaudière bûche. Okay. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a juste une flamme ici, et alors elle est aspirée par le trou qui est là. Ouais. Et les fumées passent par la chaudière bûche, donc l'échange se fait dans la chaudière bûche. Qu'une chaudière à pellet, ben là, l'échangeur se trouve autour du brûleur. Quoi. Ouais. Donc c'est une demi-chaudière, je veux dire ça comme ça. C'est une demi-chaudière pellet. Il y a le réservoir, ça c'est identique pardon, à la chaudière à pellet. Le brûleur aussi, mais sur une chaudière à pellet, ben, tu as l'échangeur qui est là sur la droite, qui est ici, c'est la chaudière à bûche. Quoi. Donc là, ben, petit nettoyage. Hein, donc, je prends l'aspirateur.
Et ça c'est fait pour taper là. Voilà. Nettoyer le trou d'échangeur. Voilà. Et c'est bon. Donc, pour ça, il n'y a pas. Donc voilà, on a fait cette étape-ci. Donc on a ouvert la chaudière complètement. Le nettoyage comme on vient de faire. On a passé la brosse dans la buse. Passé un petit coup. Ça c'est nettoyé, ça c'est bon. Là maintenant il demande de réactionner l'interrupteur pour réalimenter les sorties. Et là, il va demander si on veut faire un descendrage. Donc là, on va dire OK, on fait un descendrage. Et là, on va pouvoir voir la grille qui tourne dans le fond. Par contre, le descendrage, lui, il est en même temps que le descendrage de la chaudière bûche. Hein. Okay, ouais. Ça, c'est relié ensemble, le système de descendrage. Donc ici, elle est en train de descendre et là. Et il y a des turbulateurs qu'on verra dans l'étape ici de cette exercice, qui sont secoués en même temps pour descendre la chaudière à bûche. C'est sur une chaîne derrière, ouais, c'est la même chaîne ou c'est. Alors ici, on a, pour la grille là, il y a un petit moteur là-bas dans le fond. Derrière, tu vois la chaîne qui tourne. Donc ça c'est le moteur qui fait que descendre, qui fait tourner la grille. Et ici, dans la chaudière à bûche, il y a, on ne voit pas, on le verra plus tard, il y a aussi un moteur qui tourne et qui actionne un système de levier avec un ressort pour faire retomber les ressorts. Ok, donc c'est quand même deux moteurs. C'est deux moteurs distincts, ouais. D'ailleurs, le système de descendage. De la chaudière bûche. Tu vois. Il y avait. C'est un truc de manuel avant, non Sur celle de l'orange, j'ai l'impression qu'il y avait une poignée sur le côté ou Ouais. une flash ou... Ouais, alors la chaudière à bûche classique sans brûleur twin, elle arrive avec cette poignée. Il n'y a pas de descendrage automatique. Ok. Donc là, chaque fois qu'il y a eu un cycle, le client doit aller secouer la manivelle. Ok. C'est une option, tu peux aussi avoir un descendrage automatique sur une chaudière à bûche. Mais quand tu prends une twin, c'est d'office compris parce que la twin automatise la machine. Que la chaudière à bûche, à la base, c'est une chaudière à bûche que tu dois charger, bah, tu dois manipuler manuellement ta chaudière. Et donc tu peux, allez, parce que je ne sais pas combien coûte le descendrage exactement, ça coûte assez cher. Allez, secouer 10 fois A priori, quand tu charges ta chaudière, tu es à côté et tu le fais que ouais. Là, elle pourrait tourner des mois sans. Ouais. Avec la pelée. C'est ça. Donc là, on a fait le descendrage, on continue, on désactive à nouveau les sorties. Donc on a dû réactiver pour pouvoir faire le descendrage, sinon le moteur ne tourne pas. Là maintenant, il demande de contrôler l'interrupteur du lead braise. Donc ça c'est le capteur de niveau de pellet dans le brûleur. Parce que s'il y a trop de pellet qui arrive dans le brûleur, ben ici à l'intérieur, il y a la sécurité qui monte et qui fait une coupure sur le switch qui est ici. Okay. Et tout ce qui se passe en fait, c'est qu'elle coupe l'alimentation du moteur de la vis sans fin. Pour éviter de remplir. Pour éviter que ça déborde, quoi. Donc là, on va contrôler ça.
Le demandeur allumé. Voilà, donc là il va demander de contrôler. Encore une fois, c'est une étape qu'on fait ici parce que c'est l'explication. Mais on sent bien que quand il y a le switch, là au-dessus, normalement, il va s'enclencher. Ouais. Donc là, on vérifie bien que tout est normal à ce niveau-ci. Ce que moi je fais en plus, c'est vérifier ici si lui n'a pas bougé non plus. Hein, il y a deux vis là. Et parce qu'il pourrait par exemple se relever ou être trop bas. Et s'il se relève, ben, le switch ne se fait plus et si ça déborde, ben, il ne va jamais déclencher. Hein. Il faut toujours bien vérifier qu'on entend bien le petit clic du switch, quoi. Ça c'est important. T'as jamais eu des pièces comme ça qui. Non. C'est vraiment la J'ai eu desserré, ça oui. Ouais. Mais c'est qu'un bête contact, il n'y a pas d'électronique là-dedans. Donc avant que ça voilà. Oui, ce que j'ai déjà eu, c'est parce qu'il y avait eu peut-être un peu d'eau dans la cave ou que sais-je. Et celui du cendrier, lui, il a déjà été sous eau. Et là, alors on le remplace parce que de toute façon, il rouille et il ne fonctionne plus. Le contact se fait plus, mais c'est tout. Ouais. Mais c'est purement mécanique, il n'y a rien de. Donc ça fonctionne normalement à vie. Donc on continue les étapes. Là maintenant, on est déjà à 47% de l'entretien du brûleur twin. Demande de contrôler les joints, ce qu'on a fait à l'étape juste avant, quand on a démonté les couvercles. Donc c'est vraiment bien vérifier l'état des joints. On continue et maintenant il faut refermer la chaudière. Donc ça, alors moi je mets toujours un petit peu de graisse, hein, comme disons. Ouais. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de cran, c'est vraiment avec les vis. Tu les trempes un petit peu dedans. Voilà. Il faut un peu chercher. Quand on fait une installation, on va toujours mieux prévoir suffisamment de place à l'arrière de la chaudière aussi. Parfois ils te disent ok, on peut mettre ça contre, mais si tu as la place, essaie de prendre le plus de place possible parce que tu vois le moteur de descendage où il est là, hein, là derrière. Ouais. Si jamais un jour tu dois le remplacer et que ta chaudière elle est trop près du mur derrière, tu dois tout faire par devant et c'est une horreur. Ouais. C'est l'arrière, ça démonte aussi. Ouais, ouais. Pareil pour la résistance d'allumage qui est devant ici, tu vois, la résistance d'allumage, ouais. On va y venir après, mais quand le brûleur twin se trouve à droite, la résistance elle est de l'autre côté. Et parfois tu as beaucoup de mal à y arriver. Si tu n'as pas de place, c'est très embêtant. Donc s'il y a la place, prends la place qu'il faut parce que. Moi j'ai une chaudière comme ça qui est vraiment contre tout et même pour aller remplacer la résistance là-bas derrière, c'est compliqué. Ouais, c'est pitié. En plus, c'est giga fort lié au fait que ça soit une twin, dans le sens où ça inverse. Ben là, la résistance elle est accessible, elle est devant, c'est facile. Mais quand le brûleur est de l'autre côté, ben, la résistance elle est à l'arrière, tu vois. C'est-à-dire même le brûleur il est un peu là. Ah ouais, non, il est accessible. Non, mais du coup le moteur de descendage il est à l'avant. Moi je préfère avoir la résistance devant parce que c'est ce qu'on remplace le plus. Et ça même pour les PU, PC, au final l'espace derrière. Ouais. Alors on dit qu'on peut la coller contre le mur à l'arrière et à gauche. Ouais. Si tu sais ne pas le faire, c'est quand même mieux. Surtout à gauche, parce que si un jour tu dois sortir une vis pour remplacer le roulement,
Si tu sais pas la sortir sur le côté, c'est vraiment, dommage. Ok, ça c'est bon. Ouais. Alors ici. Voilà, ça c'est fait, il faut mettre le couvercle là aussi. Ah oui, encore une dernière chose avant de faire ça, mais ils le disent dans l'étape après. Hein. Là-bas, il y a le clapet d'air de la chaudière bûche. Tu vois, le clapet d'air là, donc le volet qui est ici. Là. Ici, tu vois, ça va. Parfois, quand on a des chaufferies qui sont un peu humides, ça a tendance à rouiller et se gripper. Donc ça peut-être vérifier aussi l'état. Et moi, quand je vois que c'est un peu rouillé, je remets de la graisse de cuivre aussi. Ok. Parce que si le clapet d'air se bloque à un moment donné, tu vas avoir un message d'erreur et ce sera peut-être bêtement le clapet d'air qui est bloqué. En fait. Et ça, sur une bûche normale, enfin sans la tuine, c'est un capot complet qu'on enlève pendant le. Exact, ouais. Parce que ce clapet d'air là, il y en a un de l'autre côté aussi. Ok. Mais ça, bon, on voit que l'état est bon de ce côté-ci. Ça veut dire que de l'autre côté, il est bon aussi. Hein. C'est pas, donc on va pas démonter toute la chaudière juste pour vérifier ça, alors qu'on sait très bien que ce côté-ci est bon. Ça, c'est le moteur du clapet d'air Ouais. qui actionne du coup les deux, des deux côtés. Ouais. Next. Maintenant c'est la résistance. Donc, je vous montre tout à l'heure. Toujours contrôle visuel de la résistance. Ok. Parce que tu peux anticiper parfois des pannes avec ça. Si tu vois que la résistance elle commence à être sur sa fin, soit tu demandes au client si tu peux la remplacer, soit si le client est un peu débrouillard, moi j'en laisse une sur place. Et au final il n'y a que deux connexes à enlever, deux vis à enlever pour la remplacer. Donc ça tu vois, il faut voir avec le client. Ok. C'est quoi la durée de vie en général de la résistance? C'est très aléatoire, j'ai vraiment pas de. Ça dépend si tu as un ballon tampon, pas de ballon tampon. Ouais, c'est très. Ça dépend de la mise à jour. Donc, dans le logiciel, ils ont changé le temps d'allumage par séquence. Avant, ils avaient mis le ventilateur avant. Non, pardon, ils avaient mis la résistance avant le ventilateur, donc ça donnait un coup de temps. Ils ont allumé les deux en même temps, puis après, ils ont fait que c'est des petits à-coups sur d'abord le ventilateur et puis des petits à-coups sur la résistance. Donc, avec le software, en fait, si tu fais des mises à jour, ça augmente la durée de vie de ton Ok. sur le vieux modèle. Donc ici de la résistance, on voit bien qu'elle est nickel. Hein. Quand elle commence à. J'en montrerai j'en ai une vieille dans la camionnette, boursouflée ou qui commence à avoir des craquelures, je veux dire, dans la céramique. Bah, il faut conseiller au client de. On a mis une qui est ici. Ouais. Qui vont liquider là. Donc là on voit bien qu'elle est nickel, il n'y a pas de problème, on peut la refermer. Juste un check. S'il n'y a rien qui obture dans la buse d'allumage. Un tout petit éclat comme ça suffit hein, pour. Tu vois, en fait, tu vois pas, mais ça met en court-circuit généralement. Parfois, oui. Quand elle commence à montrer des signes de faiblesse comme ça, il faut essayer d'anticiper parce que si ça tombe dans 3 mois, tu vas être là pour la remplacer. Donc, Et moi je dis généralement, quand le client est débrouillard, où je lui montre ces deux vis à enlever, ça évite de remplacer une résistance pour rien non plus. Pour moi, il faut en avoir une sur chaque chaudière avec les clients. Ouais, mais il y a des gens qui veulent pas, il y a des gens qui veulent pas. Tu vois. Donc voilà, ça on a contrôlé. On contrôle la buse à l'intérieur s'il n'y a rien dedans. C'est même la retirer sur certains modèles. Ouais, ici. Tu peux faire avec un tournevis. Ouais, mais il n'y a rien dedans. Ouais, ici il n'y a rien dedans. Donc on met la résistance. L'étanchéité, elle se fait comment là? C'est juste. C'est les ressorts, les vis. Bah, c'est juste serré, mais il n'y a pas de joint. C'est des vis avec un ressort en plus, tu vois, qui viennent mettre les trucs contre. Oui, mais ce qu'il voulait dire, c'est une étanchéité à l'air. Parce qu'il y a de l'air qui rentre de toute façon en fait. Oui, oui. L'air est obligé de Ici rentrer. même, par les fils là, hein, c'est pour refroidir la résistance et pour qu'il y ait un flux d'air chaud qui est dirigé vers le pellet. Parce que si tu chauffes la résistance et qu'il n'y a pas de flux d'air, ça ne va pas bien s'allumer.
C'est ce qu'on avait un petit peu, comme Quentin a expliqué, sur certaines versions de logiciels, que le ventilateur ne tournait pas et que la résistance s'allumait. Donc là, la phase d'allumage, c'était d'abord résistance puis ventilateur. Mais on s'est rendu compte que de 1, ça s'allumait moins bien et de 2, les résistances souffraient beaucoup plus, quoi. Ils ont changé aussi, avant c'était des résistances rectangulaires et maintenant c'est circulaire. Ça, à mon avis, ça, il y en a plus. Je crois que j'en ai encore eu un dernier. Ouais. Moi, j'en ai eu un il y a quelques mois, mais chez Chose, comment il s'appelle, là, avec sa chaudière bûche, qui habite à l'île Maurice, là, le gars. Là. Ouais, j'ai vu ça chez lui. Alors, on passe à l'étape suivante. Donc, la résistance, on vérifie, comme je viens d'expliquer, on la remet. Pas besoin de serrer ça comme un malade, ça sert à rien. Juste contre, c'est bien. Ensuite, il y a le système d'alimentation de vis sans fin. Donc là, c'est vérifier la tension de la chaîne. Ici, il parle d'un jeu de 2 à 3 cm. Donc tu vois que ça c'est bon. Si c'est trop tendu, c'est pas bon. Si c'est trop flottant, ça va pas non plus, parce que là, on pourrait sauter d'une dent, etc. Il y a moyen de resserrer ou de desserrer. Il y a 4 vis sur le moteur ici. Tu vois, 1, 2, 3, 4 vis à l'arrière ici, accessible par là aussi. Et alors là, tu sais régler, c'est coulissant, tu sais régler la tension de la chaîne. Ok. Ok, ouais, donc il y a quand même. Il y a le tendeur qui fait son job, mais voilà, tu peux avoir un peu de jeu, ça c'est normal, parce que trop tendu, c'est pas non plus, parce que ça va se tordre. En fait, trop détendu, tu vois quasi qu'elle tient plus dans. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, limite elle pendouille. Ce qui est beaucoup sur les PU, c'est le pignon arrière qui saute. On a déjà eu ça, mais maintenant ça fait quand même longtemps. Mais ici, donc tu as le pignon là, et tu as une vis avec une vis de 13 ici. Et c'est déjà arrivé que une vis, par les vibrations, se desserrer, tomber, et alors le pignon qui tombe aussi. Mais ça n'arrive plus vraiment. Je pense qu'ils maintenant ils mettent de l'optique dessus. Ouais. Ça, j'ai vu chez Madame Jacquel à l'arrière. Au descendrage de chaudière à Pelé, ça tu peux avoir aussi. Ouais, c'est ça que j'avais eu. La clé Allen. La clé Allen, ouais, c'est ça, ouais, exact. Ok. Pareil, donc il demande de vérifier la tension de la chaîne du système de descendrage qui est à l'arrière, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais on n'est pas fort accessible. Pareil, on vérifie la tension. Elle est tout à fait là-bas derrière. On ne la voit pas bien. Mais juste vérifier la tension. Celle-là, elle doit être un peu plus tendue. Il n'y a pas de tendeur, donc celle-là, elle est un peu plus tendue. Ok. Et le moment où elle se détend, celle-là, il faut la changer aussi. Non, pareil, tu as aussi un réglage sur le moteur. Ouais, ça. Donc pareil, tu dévisses les 4 petites vis du moteur et alors tu sais régler la tension de la chaîne. Tu vois, ici, il parle de 1 cm, que sur l'autre, 2 à 3 cm. Clapet d'air, pareil, il y a un clapet d'air là derrière. Comme je viens d'expliquer tout à l'heure, ce clapet d'air pour la chaudière bûche, mais là on a un clapet d'air qui se trouve là-bas derrière qu'on ne voit pas. S'il n'y a pas de rouille là, il n'y en aura pas là-bas derrière non plus, ça c'est sûr. Alors ici, maintenant, je demande de contrôler le silo interne. Donc dans le silo, il y a un tamis. Tu as déjà vu ça, je pense. Normalement, en règle générale, moi sur ma chaudière à la maison, je ne l'ai jamais fait parce que quand les palettes arrivent, ça tape et ça fait tomber les poussières du tamis. Ouais. La seule fois où j'ai eu une misère, j'ai dû le faire, c'était avec des palettes ultra poussiéreux, mais vraiment pas aux normes. C'est le tamis sur l'aspiration, c'est ce qu'on appelle sur. Si jamais tu arrives sur un gros silo vrac avec un tas de poussière à un moment, tu peux avoir ce truc-là. Il y a un petit tamis, tu verras, c'est vraiment comme un tamis, une passoire de cuisine. Moi, c'est comme un chinois en cuisine. C'est ça, j'ai pas le ça, bon. moi, je trouve que c'est pas. Tu le fais à chaque fois, toi, Guillaume? Non. Parce qu'à la limite, tu abîmes plus le joint qu'autre chose. Et d'aspirer le capteur non plus, c'est pas un truc qui est sensible dans. C'est pas le bon tournevis, c'est vrai que j'ai foutu de laisser un peu de vis ici.
C'est quoi comme service? On dévisse la trappe. Et là, tu as quand même beaucoup de chance que le joint là soit abîmé après. Quand tu dévisses la trappe, Ouais. c'est un joint, il est pas dans le kit de joint? Non. Mais tu sais, c'est les joints comme tu peux mettre aux portes et tout ça, là, c'est ça ce que je veux dire. Les joints en mousse que tu double face là. Et donc ça c'est aussi un truc que tu as Ouais. avec toi dans l'idéal. Ouais. Mais, enfin oui. Après, dans le pire des cas, si t'as pas ça, tu mets du tape alu tout autour. Ça fonctionne aussi. Hein. C'est surtout pour l'étanchéité à l'air. Parce que si la trappe là n'est pas étanche, quand elle va aspirer de l'air par ici. Et du coup, la force d'aspiration va diminuer. Et tu risques de ne pas savoir aspirer tes pellets. Ici, j'ai deux vis qui tournent fou. Bon, le réservoir il est plein. Mais ici derrière, il y a le tamis. Je vais bouger ça. Voilà. Quand tu regardes par au-dessus, il y a un tamis. Tu le vois? Je vois pas. Je peux. Oui. Ouais. Donc c'est comme un chinois de cuisine. Et ça, c'est arrivé une fois ou deux que celui-là était complètement saturé. Mais ça, comme quand t'as expliqué, c'est parce qu'on avait du poulet ultra poussiéreux, quoi. Vraiment une qualité de merde, quoi. Voilà, et ici, alors vérifier le capteur. Ça, c'est le capteur de niveau. Donc dès que les pellets touchent, ça s'approche du capteur ici, ben, ça fait couper l'aspiration. Donc c'est pour prévenir que le silo est plein. Donc ça capte bêtement, c'est un palpeur, hein. Donc tu vois la petite lumière qui est allumée là, quand j'enlève ma main, tu vois. Donc c'est juste un capteur de niveau. Donc dès qu'il y a quelque chose qui s'approche du capteur, eh ben, il déclenche. Voilà, tout simplement. J'ai jamais vu. Ça, j'ai jamais eu de problème avec non plus. Hein. Ça, c'est un truc. Il y a un sens important parce que j'ai Pour, entendu la les trappe puissants, ouais. Ben, il y a une ligne qui est là, qui est faite d'usine. Donc moi, ça veut dire que le sens est un peu important. Ben, à mon avis, il doit avoir, oui, j'ai jamais tenté de mettre dans l'autre sens, mais s'ils ont fait un trait, s'ils ont fait un repère, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, ça c'est l'étape le plus fastidieux, c'est d'ouvrir en fait et de fermer. Le tournevis, l'avantage d'avoir ce que le service. Ouais. On peut aller se servir, il est pas là. On va juste couper la vidéo. Donc le capteur là, c'est ce que je viens de montrer. Hein. Donc qu'on mettait sa main, donc le frotter, voir s'il fonctionne bien. Là il fonctionne bien, on a bien vu la lumière qui s'éteignait, qui s'allumait. Le tamis qu'on a vérifié quand la trappe était ouverte. Et puis là maintenant on va se refermer la trappe. Alors ici il y a le capteur de pression différentielle qui est ici. Donc lui qui va mesurer s'il y a bien, c'est comme une chaudière gaz en fait, hein. Il y a aussi un capteur de pression. S'il y a de la pression dans le foyer, parce qu'il n'y a pas de pression dans le foyer, ben la vis en fin ne va pas démarrer. Sur les PU, c'est les deux tuyaux là. Les deux tuyaux en silicone, c'est le même principe. C'est à l'entrée d'air, c'est pour vraiment mesurer s'il y a, parce que si tu as une contre-pression dans le foyer, ben la chaudière va essayer de s'allumer, mais elle fait aussi une coupure sur la vis sans fin, comme pour le capteur de niveau en fait. C'est la même chaîne de sécurité. Donc là, elle fait juste une coupure de phase sur le moteur du système d'amener de pellets. Et donc là, comme message d'erreur, tu peux avoir plein de messages d'erreur. Ça ne va pas te dire que le capteur est défectueux ou s'il y a un problème dans la cheminée. Ouais, ça va juste te dire que la chaudière ne s'allume pas. Elle va te mettre allumage, soit allumage défectueux ou oxygène résiduel trop haut. Il n'y a que deux trucs sur la ligne de sécurité. Il y a le STB. Il y a STB. Il y a le STB. La chaîne de sécurité, elle est ici. Tu vois? Donc c'est juste une coupure de phase à chaque fois en fait. Hein. Donc ça va de l'un à l'autre. Donc tu as le capteur de niveau, tu as le STB et tu as le pression différentielle.
Ici, tu as un pontage, tu peux mettre aussi un bouton, par exemple un bouton d'arrêt d'urgence si tu veux aussi. C'est possible aussi. Donc on va vérifier le capteur de pression. Donc ici, il dit juste de contrôler. Bah, tu contrôles visuellement, hein. Tu regardes si s'il n'y a rien qui obture, s'il n'est pas craquelé ou cassé, etc. Sur les chaudières appelées, il y en a deux. Ici, on n'en a qu'un. Pour quelle raison, ça je ne sais pas te dire. Je sais pas. Ok. Mais c'est le même principe sur les chaudières appelées. Sur les chaudières appelées où tu en as deux, tu as un calibrage aussi là, Un calibrage, ouais. Encore une fois, le calibrage, j'ai déjà fait, refait, ça change. Enfin, j'ai jamais eu de différence de mesure par rapport au calibrage. Tu vois. La sonde lambda, ça oui, mais celui-là, jamais. Ok. Voilà, ici, il nous demande de remettre en position 1. Donc ici, il demande de contrôler le capteur de pression différentielle. Donc tout doit être fermé, forcément, c'est logique. Et il va faire tourner le ventilateur. Attends, je reviens en arrière parce que j'étais trop vite. Donc là, on doit ouvrir la porte. Et donc là, on voit qu'il réagit aussi. Hein. Donc dès que le ventilateur s'est mis en route, le capteur a capté qu'il y avait un tirage dans la chaudière. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Alors, là on est sur le système de descendrage de la chaudière bûche. Donc ce que j'expliquais là-bas tout à l'heure, là-bas tout à fait dans le coin. Donc ce qui est indépendant du moteur qui est en bas. Hein. Donc il demande de l'actionner manuellement ici sur le protocole. Nous on l'a fait tourner là tantôt, on voyait bien qu'il était bien mobile, qu'il n'y avait pas de souci. Tout ce qu'il faut faire aussi, c'est faire un petit check visuel. Ici, tu vois bien qu'il est encore bien graissé. Si tu vois qu'il est vraiment sec ou crade, il ne faut pas hésiter à le nettoyer un peu et le graisser, quoi. Ce qui est important aussi, c'est le petit capteur qui est là-bas dans le fond. Ouais. Tout dans le fond. Lui, il vérifie la position du descendrage. Parce que si le descendrage ne fonctionne pas, donc le capteur ne capte pas, que ça fonctionne, et là tu auras un message d'erreur aussi pour éviter que la chaudière se bloque à un moment donné, parce qu'elle ne sait pas si le moteur tourne ou pas. Et c'est le même principe, donc ce capteur là il faut faire attention parce que c'est le même principe que le capteur de niveau de pellet avec la lumière là que j'ai montré tout à l'heure, sauf que là c'est avec de l'acier, c'est beaucoup plus fin, mais s'il est trop loin de la tige, il ne capte plus. Donc ça aussi vérifier peut-être la position. Tu vois, la position entre le capteur là et alors quand il descend, la tige elle descend devant le capteur. Tu vois. Et donc là il doit avoir que 2 ou 3 mm entre les deux. Ouais. Je vais peut-être le proposer après. Démarrer l'échangeur. Ouais. Donc là il demande nettoyage de l'échangeur. Donc là il va faire tourner l'échangeur. Le nettoyage de l'échangeur. Là on voit le capteur qui capte bien. Tu vois, la lumière s'allume aussi là. Hop, t'as la lumière qui s'allume, tu vois, donc là il capte bien. Parce que ça peut mettre en erreur aussi la chaudière si elle capte plus le descendage. Donc là on voit que tout va bien, il est graissé, il n'y a pas de souci. Un check visuel, regardez s'il n'y a pas une vis qui est serrée ou quoi. Généralement ça pose pas de problème non plus. Il faut attendre. Donc là on est presque à la fin.
Ben là, tout simplement, il demande de remonter toutes les tôles autour de la chaudière et que la maintenance, elle est maintenant terminée théoriquement. Donc on arrive au bout de la maintenance. Voilà, ici, ben, il demande qu'est-ce qui a fait la maintenance. Tu mets ton nom. Merde. C'est un clavier QWERTY. Voilà, ok. Et donc la maintenance, elle est enregistrée. Donc la chaudière sait quand la maintenance a été faite, qui l'a faite. Donc tu peux retrouver tout le protocole de maintenance. J'en ai fait une cette semaine, la semaine passée. Le gars, oh, on a fait l'entretien en 2023. Ben non, le protocole de maintenance, le 21. Oui, mais tu vois. Donc, et qui l'a fait, quoi. Donc maintenant c'est enregistré, le compteur se remet à zéro automatiquement. Ok. Le conteneur de maintenance se met à zéro. On enregistre la maintenance. Et ça c'est fait pour la thune. Il n'y a pas de calibrage sonde lambda là. Ça c'est sur la bûche. Ok. Parce qu'il n'y a qu'une seule sonde lambda pour les deux chaudières du coup. Hein. Voilà. Donc ici on a fait l'entretien de la thune, maintenant on a fait l'entretien du brûleur PLM, maintenant on va faire l'entretien de la chaudière bûche. Donc pareil, de nouveau mettre le code 135. On retourne dans le menu de la chaudière, réglage, maintenance par un spécialiste. Voilà, ça c'est la petite consigne de sécurité, comme tout à l'heure, on s'en fout. Ok, c'est reparti. Voilà, il demande de contrôler la pression de la chaudière. Ça, on fait en tant que bon chauffagiste. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Hein. Contrôler la soupape de sécurité. Ça reste classique à toute chaudière. Pareil, soupape thermique. Alors, il y a une soupape thermique en cas de surchauffe. Ça, tu vois ce que c'est. Hein. Alors, ils disent de la contrôler, de l'actionner. C'est comme un groupe de sécurité. C'est risqué. C'est risqué. Donc, on va pas le faire parce que sinon, on va se mettre à couler. Contrôle visuel, toujours aussi. Hein. Il est où? Oui. Explique un peu pourquoi ça coule, c'est en gros Parce que c'est comme un robinet que tu n'ouvres jamais. Et tout d'un coup, tu vas l'ouvrir après 2 ans, on ne va plus se fermer. Donc la soupape thermique, elle est là-bas derrière. J'avais peur qu'on l'avait pas mise. Elle est juste là. La soupape thermique. Donc c'est raccordé à l'eau de ville. Tu as l'eau de ville qui arrive ici. Donc en cas de surchauffe de la chaudière, il y a de l'eau qui va passer dans un échangeur pour refroidir la chaudière. Et elle va s'évacuer par ici. C'est mécanique ou pas le déclenchement Purement. Donc tu as une sonde ici hein, qui rentre dans la chaudière, dans un doigt de gant. Tu vois, ici. Et dès qu'on atteint 105 degrés, 103 sur celle-là et 97 sur les ouais, voilà, elle va ouvrir mécaniquement la soupape thermique et elle va envoyer de l'eau dans l'échangeur. En fait, c'est souvent quand tu as une coupure du courant, donc Ah ouais, ça. un pont, Ou 23 voies qui restent calées, par exemple. Alors ensuite, il demande de faire la cheminée. Donc ça, on va pas s'attarder là-dessus parce que la cheminée, voilà, tout le monde sait comment ramener une cheminée. Je veux dire, c'est pas compliqué. Donc contrôle visuel de la cheminée, contrôle forcément d'évacuation des condensats potentiellement. Voilà, la prochaine étape c'est nettoyer la sonde de fumée. Donc il y a une sonde de fumée qui est à l'arrière. Alors la sonde de fumée elle est ici. Elle est là. Ici donc. Voilà. Il faut juste la sortir. La sort. J'avais pris un chiffon avec là, je sais pas si...
Aussi contrôle visuel. Ouais. Madame Jacquet, j'ai cette vis qui a lâché. Moi. Ouais. Ça Ça, arrive. alors oui, c'est pour ça que ça c'est quand même quelque chose que je fais tout le temps, chaque année, parce que quand tu le manipules pas pendant plusieurs années, ben, ça va se bloquer, puis la vis va casser. Alors ici, il demande de démonter le ventilateur. Tu sais accéder toi au ventilateur? Ouais. Comme ça, tu peux peut-être aller de l'autre côté. C'est les 3 vis. Les trois papillons. Donc il y a la fiche. La fiche du ventilateur. Tiens, je vais filer ça. Je peux l'enlever? Ouais, donc tu tires la fiche. Ouais. On défait les trois papillons. Elle s'enlève sur la PLU, la fiche de ventilateur. Non. Bon, généralement, après le ventilateur, ça dépend pour une fois de l'emplacement de la chaudière. Par contre, je fais de l'intérieur aussi, s'il est vraiment pas ça, mais ici, on va faire tout dans les là. Il y a aussi un joint bien contrôlé, ça c'est important. Sur celle-là aussi, je mets. Ouais. Surtout. Voilà, ça, là c'est vraiment chaud. Mhm. Et là, il vient pas facilement. Je le tire dessus. Il va. Un tournevis. Vite, peut-être que ça colle un peu. Il y en a que 3. Hein. Mmh. Marteau. Voilà. Petit coup d'aspirateur, petit coup de pinceau. Il a pas l'air sec. Non, pour moi il est bon. Ouais, pour moi il est bon. Je peux le remettre comme ça. Je sais même pas si Moi j'en ai pas le temps. On va prendre un kit de jambes aussi en fait pour chez M. Delvaux. On remet de la graisse. Alors ouais. Mais tu mets le ventilateur et puis tu le positionnes. Ouais. Et après tu trempes un tout petit peu le bout de la vis dans le... Alors là c'est plus ou moins facile parce que le joint colle au ventilateur. Mais quand même mettre le joint, je visse le truc. Troisièmement. Le nettoyage du ventilateur. Le ventilateur a été remonté. On passe à l'étape suivante. Donc tu peux démonter la tôle là. Donc il y a deux vis à l'arrière avec le tournevis état. Je peux me gêner sur le côté. Non, j'avais déjà embarqué. Je pense qu'il y aura deux vis au-dessus. Ça arrive souvent. Ça. Et ensuite, il faut ouvrir le couvercle qui est en dessous.
Les dévis, c'est quoi ça se tire ça? Tu as l'isolation d'abord. Et alors tu as la grosse poignée en dessous, tu vas voir. Ah ouais. Tu dévisses la grosse poignée. Et après tu fais un quart de tour avec... Non, la grosse poignée. Quoi, La grosse en dessous, ou plus bas. Ouais. Voilà. Ça, ouais, c'est dévissé. Et tu fais un quart de tour par là et normalement ça soulève. Ouais. Tu soulèves. Voilà. Alors là pareil, c'est vérifier visuellement si tout va bien et passer un petit coup d'aspirateur dans le... Ce que tu sais, hein, tu sais pas, c'est impossible de tout avoir. Hein, mais... C'est juste aspi, il faut pas frotter. Non, tu essaies d'enlever ce que tu peux, mais avec les turbulateurs, tu sais pas vraiment aller dans les petits recoins. Hein. Fais comme tu peux. Il faut aller par dehors et tirer. Quoi. Donc ça, vérifier pareil les joints aussi, visuellement, mais là on voit qu'ils sont toujours aussi. Hein. C'est vraiment pas de problème. Ferme. Tu vois le système, hein, donc c'est un quart de tour. Je sais ici, c'est vrai. Ouais. Donc met isolant. Tu peux mettre l'isolant. Et refermer le couvercle. Voilà, toutes les étapes sont là. Après tu pourras rester là parce qu'il faudra vérifier la formule là. Ok. Là on va nettoyer la sonde en bas, tu vois voler. Non. Tout en bas, il y a un tube noir qui le passe. Ouais. Ça tu dévisses le tube. Voilà. C'est quoi ça? C'est pas la même. Hein. Voilà. Vérifier l'état, petit coup d'aspirateur. Petit coup d'aspirateur et petit coup. Ouais, elle est saturée. Hein. Ouais, Saturée, là, elle est toute, avant de la nettoyer, ouais. on fait la. Ouais, elle est complètement. Ouais, bien dégueulasse. Parce qu'elle prend ses mesures par-dessus ou... Il ne faut pas que la poussière rentre dans les trous en fait. Ouais, puis là, voilà. Là, on vérifie, après tu vérifies l'état du joint qui est dans le fourreau. Je le sors ou... Non. Regarde si le trou n'est pas bouché. Ok. C'est bon. Merci, très bien. Alors là, tu peux remonter le tout. Ok.
suis étonné que celles-ci, elles sont souvent sales comme ça. Voilà, sous les sèches. Donc sur les PU, ça sert à rien de les dévisser, mais sur les saches. Le PU, tu as accès directement à la sonde lambda. Ouais. Que celle-ci, non. Là, tu mets un bon coup de clé pour pas hésiter à bien serrer ça. Au suivant. Bien. Au suivant. Ouais. Donc la sonde lambda, on l'a démontée, on a nettoyé. Tout ça, c'est fait. Vérifier le joint, on a remonté la sonde lambda. Donc l'étape là, elle est finie. Maintenant, il demande de contrôler les clapets d'air. Donc ça, c'est côté droit de la chaudière. Le caoutchouc, on a accès aux deux clapets d'air. Comme j'expliquais tout à l'heure, de l'autre côté, il y avait les deux clapets d'air. Donc vérifier si c'est pas rouillé. Et on peut même vérifier la mobilité des clapets en débrayant, en appuyant ici sur le bouton là. Et la clé de 13, tu me donnes la clé de 13, elle est sur le silo. Et on vérifie si tout est bien mobile. Donc on sent bien qu'il n'y a pas de résistance. Et celui-là non plus, tout est bien libre, donc c'est nickel. Et s'il n'était pas, tu démontes. Alors il faut démonter la coiffe et regarder ce qui se passe. Et ça t'enlève les moteurs d'abord. Oui, donc il y a deux vis de 13 ici à enlever. Tu retires les moteurs. Tu as l'axe qui va rester dedans, hein, là, parce qu'il y a un axe qui traverse toute la chaudière. Ok. Et tu vérifies ce qui se passe, soit c'est rouillé ou il y a un autre problème quelconque. Une fois que tu as fait ça, tu remets les caoutchoucs et c'est fini. L'étape là, elle est faite. C'est quoi dans ce cas-ci? Hein? Le caoutchouc, Bah, c'est pour avoir un contrôle visuel sur les clapets d'air, Ah, ok. tout simplement. Il ne faut pas les graisser, ceux-là Là, ils sont encore tout bien gras, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué ça dans l'autre dans l'autre vidéo. C'est une partie agressée. Si c'est sec et rouillé, il faut le faire. Mais ici, ils sont encore bien gras, c'est encore bien, tout est encore nickel. Voilà. Voilà. Donc on a contrôlé, on a fait ce que j'ai expliqué. Donc avec la clé, j'ai débrayé, etc. Et ici maintenant, ça c'est la partie la plus sale, je veux dire. On ouvre la chaudière. Ici, on va aller vider. Alors moi, ce que je fais, c'est que je demande au client directement. Moi, je me dirais que non, ça coûte rien. Moi, je demande au client qui vide la chaudière avant que le gros soit parti, parce que sinon. Pareil, quand je dois faire un entretien de chaudière pelée, rappelle-le la veille au client, fait un petit SMS, vider le cendrier et surtout éteindre la chaudière, parce que quand elle arrive, qu'elle est en train de tourner, il doit attendre qu'elle ait fini sa combustion. Elle est brûlante pour faire l'entretien, c'est juste chiant. Donc ici, on va la vider. Donc ça, c'est l'état avant. C'est la chaudière avant. On va vider tout ça. Je sais pas. Il demande d'enlever les tôles. D'abord de tout nettoyer puis d'enlever les tôles qui sont là sur le côté. Sauf que quand tu as tout nettoyé, quand tu retires les tôles, il y a tout qui ressort sale. Donc moi je fais ça inversement. Donc en fait il faut retirer toutes les tôles. Ici j'ai juste retiré le plus gros pour qu'on voit un peu plus clair. Et là en fait il faut retirer toutes les tôles qui sont ici sur le côté. Donc on soulève la tôle, on sort la tôle et on les nettoie. On les nettoie où dehors? Tu veux. C'est habituel.
dans la salle de bain du client. C'est ça. Moi je reste dans la chaufferie et je les frotte avec Mais ici, ça va salir ou... avec l'aspirateur, mais ici on sait le faire dehors, ouais c'est plus facile de faire ça là. Ça dépend si j'ai la possibilité de sortir facilement, je le fais dehors aussi. Mais... Une fois qu'on a retiré les tôles qu'on les a nettoyées, il faut nettoyer l'échangeur, l'intérieur de l'échangeur ici. Donc on a le tisonnier qui est là et puis il suffit de gratter en fait tout simplement le charbon à l'intérieur. Une fois qu'on a tout gratté à l'intérieur, on gratte un peu les bords, on passe un bon coup d'aspirateur et puis après on passe à l'étape suivante. Okay. Quand c'est comme ça elle aspire ici un peu aussi les poussières, elle peut pas tout C'est le comment tu l'as... J'ai juste réactionné l'interrupteur de maintenance, ça c'est tout. Parce que dès que tu ouvres la porte principale, de toute façon, je veux dire que ça fasse le ventilateur seul. Les clients peuvent le faire aussi eux-mêmes. J'en ai quelques-uns qui le font. J'y vais une fois tous les 5 ans pour dire. Donc on relève le hydraulique. Généralement, les clients chez Airbus, ils sont vachement plus débrouillards que toi ici. Et ça ici on a vu sur les plaques du brûleur. Donc ça il faut bien vérifier l'état parce qu'elles s'abîment avec le temps ici. Donc ça il faut parfois les remplacer. Il faut démonter les deux plaques. Et pareil, hein, on voit que ça se bouche là. Tout ça il faut nettoyer et gratter. Donc les deux, il y en a deux. Ça juste brosse le point doux ou Non, moi je peux le faire, je l'ai pas là, mais je vais le chercher après. Et alors, ce qu'il faut vérifier aussi quand on fait ça, c'est bien nettoyer l'intérieur aussi ici, parce que ça se bouche là. Hein, ici, tout ça bien nettoyer correctement. Bien nettoyer dans les trous là, et alors aspirer les trous ici, parce que ça c'est l'air. L'arrivée d'air. L'arrivée d'air primaire, l'arrivée d'air secondaire ici. Donc tout bien nettoyer là. En faisant attention au joint, regardez aussi si le joint est encore bon sur les côtés. Et généralement celui-là il bouge pas. Ok. Ouais, il faut pas avoir peur. Hein. C'est pour ça que c'est important que le client ne le fasse. Le problème c'est que si tu ne fais pas ça, on va nettoyer le reste de la chaudière. Donc ici, on a nettoyé tout ce qui est l'espace où on remplit avec le bois. Maintenant on va les nettoyer ici en bas. Donc là tout ce qu'il faut faire c'est gratter
le fond des deux espaces ici, dans le bac ici, donner un petit coup d'aspirateur. Et puis au niveau nettoyage, on est bon. Ok. Tu vois, avec le petit Donc, les prisonniers, hein. On va chercher au fond, le gros dessus, on va mettre. Là, il faut bien aller dans le fond, vraiment bien dans le fond, et, non, en bas, et dans les coins, quoi, vraiment bien, faut pas hésiter. Après, moi, j'ai mis un petit peu d'aspirateur dans le fond. L'autre, là, c'est pour là où il y a la maison. Là, il faut ça les changer aussi, mais là, ils sont encore. Tu vois, il y a vraiment encore de la souplesse. Hein. C'est pas compliqué à changer, ça comme genre c'est Non. juste en. C'est non. C'est bien là. C'est bien, oui, oui. Ok. Donc là, on vient de faire tout le nettoyage comme prescrit ici dans le protocole de maintenance. Donc on a tout nettoyé. On a enlevé les plaques, on les a nettoyées, on a nettoyé toutes les plaques. Maintenant, il faut aller vérifier l'étanchéité des portes. Donc une fois qu'on a tout nettoyé, on referme toutes les portes. On va contrôler visuellement les joints. C'est encore bon. Donc ici on a encore bien de matière, c'est encore souple, il n'y a pas de problème. Une fois que ça devient tout noir et que ça durcit vraiment fort, à ce moment-là il faut penser à le changer. Mais sinon, on vérifie le serrage des portes. Ici on sent que c'est fort souple. C'est-à-dire que le serrage n'est plus... à la longue du temps, les joints se donnent un petit peu et du coup le serrage de la porte n'est plus terrible. Donc, il se pourrait qu'on ait une fuite d'air. Mais ça, on l'entend. Donc maintenant, on va redémarrer le ventilateur. Et là, on écoute si on a un passage d'air ou pas. On entend. Je veux dire, quand on a un passage d'air, on le sent. Hein. On l'entend. Ça fait... Là, tu l'entends quand il y a un peu. Ici, il n'y a pas. On entend qu'il n'y a vraiment pas de souci. Il n'y a pas de prise d'air, donc ça va. Si jamais il y aurait une prise d'air qu'on entendrait, il y a un réglage possible. Il y a les vis qui sont ici. Donc il y a deux vis avec une clé de 13 qu'il faut dévisser. Et il y a un réglage ici avec les deux vis là pour aller reculer ou avancer la charnière. Ça va? C'est bien de. Et on a ça de chaque côté. Hein. Donc on peut resserrer la porte des deux côtés. Donc la porte, il suffit d'enlever, comme ça. Et alors on a un réglage ici aussi, pareil. Voilà, donc on peut aller vraiment régler la charnière, les charnières des portes. C'est la même chose pour toutes les portes. Donc si on entend qu'il y a une prise d'air, bah, resserrer à 2 mm, ça suffit. C'est pour ça qu'ils ont mis les vis là aussi, pour pas non plus aller trop loin ou pas. Donc moi ce que je fais généralement, je dévisse un tour ici, un tour là, partout, et puis je remonte et je vois. Parce qu'après, si tu fais de trop, tu sais plus fermer la porte non plus, c'est trop serré aussi. Ouais, c'est ça.
Donc ça on a vérifié. On a tout vérifié. Donc là, le réglage des charnières qui est ici comme je viens de montrer. On referme. On remet l'interrupteur sur 1. Contrôler le contacteur de la porte. Donc ça c'est le contacteur ici. Lui il sert à détecter quand on ouvre la porte principale, quand on va charger la chaudière. Donc il demande de le contrôler. Là on sait qu'il fonctionne parce qu'à chaque fois que j'ai ouvert et que j'ai fermé la chaudière, le ventilateur s'est allumé. Il doit quand même le demander. Donc on rallume, on ouvre. Voilà, elle détecte que c'était ouvert. On ferme, elle détecte que c'est fermé. Donc tout va bien. Voilà, on arrive tout doucement au bout. Maintenant on va étalonner la sonde lambda, donc ça on en a parlé tout à l'heure. Elle se calibre automatiquement, donc là maintenant elle se met en chauffe. Ça va prendre 2-3 minutes. Une fois qu'elle est chaude, elle va montrer la mesure effective et la mesure par rapport à ce qu'elle va mesurer électroniquement. Et alors elle va s'adapter et se mettre au même niveau. S'il y a une trop grosse différence entre les deux, là il faut remplacer la sonde lambda. Donc voilà, maintenant elle mesure, donc état enclenché. Elle mesure la même chose que l'ancien calibrage. Donc il n'y aura pas de correction dans ce cas-ci. Okay. S'il y a une correction, elle demande est-ce qu'il faut corriger. On fait juste oui et enregistrer. Ça d'office. D'office. Ouais. Donc ici elle ne le demande pas, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence. Voilà, donc ça c'est bon. Bon, là, brûleur twin on l'a déjà fait, donc ça c'est bon. On arrive à la fin de l'entretien. Donc là, pareil, de nouveau. Tu remets ton nom, si tu veux, bien sûr. Le nom de la société, peu importe. Et enregistrer la maintenance. Voilà, tu remets toujours pas oublier de mettre celui-là sur 1 parce que sinon la chaudière va pas redémarrer. Mais tu vas le voir parce que tu vois, il y a même un message erreur du coup. Voilà, donc maintenant quand on va aller voir les protocoles de mesure, d'entretien, dans les maintenances, il y a le protocole qui s'affiche maintenant puisqu'on a fait un entretien. Et là tu sais voir quand les entretiens ont été effectués. Donc ici je vois qu'en 21 il y a déjà eu un entretien. Mais il n'y a pas eu de nom, donc je ne sais pas. On n'a pas mis de nom. Mais il y a eu un entretien qui a été fait par un spécialiste. Le 9 du 7-21 quoi. Et maintenant le nouveau protocole il s'affiche là. Et là on voit que c'est moi qui ai fait l'entretien. Tu refais une chauffe une fois que tu as... Non. On peut les oui mais pas en bûche. Ouais. Ça prend trop de temps et puis il n'y a pas de... Pas de raison. Il n'y a pas de problème d'allumage, on n'a rien de démonté. Tout ce qu'on a fait c'est démonter les tôles au final. Hein. Nettoyer, bien nettoyer correctement. Ouais, le ventilateur, ça, vérifier qu'il soit bien remonté, mais ça, dès que tu ouvres la porte, tu l'entends. C'est parce que des fois, quand il y a un peu d'usure ou quoi, ou tu serres un peu trop, il est un peu de travers, donc tu entends directement un bruit pas normal. Mais ça, tu l'entends d'office parce que tu ouvres la porte au moins une fois ou deux pendant l'entretien. Ouais. Passer les broches de l'angle là même. Ça a l'air de tracasser Quentin. Ouais,
en plus, c'est pas notre trop parce que tu dois tenir un truc en dessous. Mais même la STH en général, hein, on disait à Christophe, il y a moyen de faire beaucoup. Elle est beaucoup plus vite quoi. Ouais, j'arriverai pas. C'est le coup, je pense. On le remet. Ça débouche le. Là. Quasiment rien quoi. Faut passer la canne dedans ou quoi là-bas? Là Ici? Pas rien du tout. Je sais, j'ai aucune assurance. Moi. Je sais pas si tu sais passer le coup d'un moment donné là-bas, mais ça me permet. Parce que là, pas beaucoup de problème. Il n'y a rien. Hein. Je crois qu'on l'a jamais fait depuis qu'on l'a installé. Tout ça pour ça. Même pour ça, là. On va mettre une bride à la. Il y a une bride, hein.